Good Morning Business, le débat. Ça me fait rire, Jean-Marc, parce que Amaury de Tonquédec disait tout à l'heure que peut-être sur les bitcoins dans la Biarritz, vous allez changer d'avis. Pour ceux qui vous suivent, on sait que vous ne changez jamais d'avis. Mais non, pas du tout. Et que vous attendez que le marché vous donne raison. J'attends que les faits me donnent raison. Et cette attente n'est jamais vaine. Et sur l'inflation. Ça peut paraître il va devoir raser les murs à Biarritz. Oui, mais sur l'inflation, peut-être que Jean-Marc a raison. On a eu les chiffres de l'Allemagne et de C'est l'Espagne. pas peut-être, c'est encore une fois, Jean-Marc a raison. Sous les 2% en Allemagne, l'inflation est-elle du passé? C'est notre question d'aujourd'hui. Est-ce qu'il a raison, au fond, Jean-Marc, Nicolas? Je vais laisser l'économiste m'expliquer que je dis n'importe quoi dans un instant. Mais avant, dites n'importe quoi. Je vais oser utiliser le terme de inflation. Généralement, je gruge avec Jean-Marc, je mets prix à la place d'inflation, Ouais. sauf que c'est pas la même chose. Allez-y, soyez fous. Donc voilà, alors oui, le chiffre allemand, il n'y a aucun problème. Sous les 2%. Bon, ça y est, la cible est là. La première économie de la zone euro, on rentre dans les clous de la BCE, on va baisser les taux, bonheur. Quand on regarde un peu dans le détail, pourquoi il y a un recul de l'inflation? J'ose utiliser le mot inflation. En Allemagne, au mois d'août, c'est parce que les prix de l'énergie ont reculé. Voilà, si vous prenez l'inflation sous-jacente, ou vous retirez les prix volatiles, qui sont l'énergie et l'alimentaire, c'est stable. Donc, c'est bien les prix de l'énergie qui expliquent vraiment le recul de l'inflation. Ce qui freine la baisse de l'inflation en Allemagne, c'est la dynamique des services qui ont une forte densité de main-d'œuvre. Où là, on voit que les prix augmentent, là je dis bien les prix augmentent, de pratiquement 4% au mois d'août. Donc en fait, c'est toujours le combat, enfin l'observation entre l'inflation et l'inflation sous-jacente. Et de la même manière, les salaires réels en Allemagne, ils ont augmenté de plus de 3% au deuxième trimestre. Et quand vous regardez les salaires réels, ça veut dire que le porte-monnaie du salarié se remplit plus que les prix ne viennent lui grignoter de pouvoir d'achat. Ça fait 5 trimestres consécutifs que le pouvoir d'achat du salarié allemand augmente. Donc on peut considérer que là où on avait une inflation qui, en 2021, 22, 23, a été provoquée par des chocs d'offres, par des problèmes d'approvisionnement, par des envolées des prix de l'énergie, exit ce temps-là. Et soudainement, est-ce qu'on ne verrait pas apparaître dans certains pays, alors l'Allemagne particulièrement, c'est quand même là où il y a eu la dynamique salariale la plus forte, est-ce qu'on ne verrait pas apparaître une inflation un peu plus classique, où finalement c'est la dynamique du marché de l'emploi, la dynamique des salaires qui va avoir un effet dans un sens ou dans un autre sur les prix? C'est une question qu'on peut se poser. Maintenant, moi je vais juste jouer le rôle de l'observateur des choses économiques avant de laisser l'économiste s'exprimer. Qu'est-ce qui pourrait plaider pour un recul de l'inflation aujourd'hui? Les prix de l'énergie qui sont en baisse, l'euro qui monte. Ah bah oui, ça, l'euro qui monte, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis là, dans le moment que nous vivons, un ralentissement économique. Qu'est-ce qui, à l'inverse, pourrait justifier une inflation persistante? Encore une fois, le prix des services. Et ça, c'est pas valable qu'en Allemagne. Le prix du fret maritime, qui n'a pas ces niveaux absolument astronomiques de 2020-2021, mais qui a quand même sacrément grimpé. On a encore des tensions sur le marché du travail. On assiste encore à des hausses de salaire, parfois accordées malgré l'absence de gain de productivité. Quand une entreprise accorde du salaire, mais qu'elle n'a pas de gain de productivité, elle peut se retrouver en bout de chaîne dans l'obligation d'augmenter ses prix pour rester à flot. Ensuite, a priori, quand on regarde tous les conjoncturistes, ils pensent qu'on a un rebond d'activité en 2025. Un rebond d'activité peut signifier effectivement une consommation plus dynamique et peut-être un mouvement sur les prix. Après, vous avez des éléments un peu plus de long terme, des éléments un peu plus structurels. Plus on fera de protectionnisme, plus on aura des éléments favorables à des hausses de prix. Plus on aura une tendance à la relocalisation, plus forcément ça se verra un jour dans les prix, sans parler donc on en a peut-être pas complètement tarte fini. à la crème qui est la transition verte. Le vert, c'est cher. On s'en rend compte. Et donc, effectivement, à long terme, la transition verte, c'est plutôt quelque chose qui est susceptible de nourrir ce que j'ose appeler l'inflation. Attention, Jean-Marc Daniel, définition de l'inflation, 3, 2, 1, 0. 0. Oui, voilà. Alors, Hausse généralisée des prix. Hausse durable et généralisée des prix. Donc voilà. Tout ce que vient de dire Nicolas, je ne veux pas être méchant, mais c'est du blabla. Hein. Bon. Franchement, et ce qu'il y a de triste quand même, c'est que depuis le XVIIIe siècle, on est capable de répondre au problème de l'inflation. On a à peu près une vision de ce que c'est, l'effet Cantillon. Après, au XIXe siècle, on a introduit l'effet Ricardo. Je veux dire, c'est assez basique tout ça. Pourquoi est-ce que je prétends avoir raison? C'est parce que finalement, il suffit de regarder la théorie économique et d'essayer de comprendre l'économie. Alors, qu'est-ce qui fait effectivement qu'il y ait eu non pas de l'inflation, mais une hausse à un moment donné de certains prix qui n'a pas été généralisée, qui n'a pas été durable? D'ailleurs, je rappelle que d'emblée, les banques centrales avaient dit tout ça va être temporaire. Et je rappelle que Krugman avait dit mais pourquoi est-ce qu'il y a des économistes, des gens qui se prétendent économistes, qui n'ont pas rebondi sur ce mot temporaire? Et donc, il a toute une explication psychologique sur les raisons pour lesquelles un certain nombre de gens ont été obligés de considérer qu'il fallait qu'ils adhèrent au discours. Donc 2 ans, c'est temporaire. 2 ans, c'est temporaire. Et en plus, ça n'a pas été général. Et donc, après, on vous a expliqué donc les salaires. En fait,
quand on regarde vraiment l'inflation telle qu'elle est définie, telle qu'elle se nourrit, telle qu'elle s'organise, durablement, si c'est une hausse générale et durable, en fait, c'est effectivement un gap inflationniste, c'est-à-dire un écart qui est entre l'offre et la demande. À un moment donné, effectivement, comme on manque d'offres, la réponse, c'est pour les entreprises, c'est d'augmenter leur prix. C'est la simple concurrence. Et donc, elle manque de concurrence. C'est donc le véritable enjeu, c'est une articulation entre la concurrence. Une entreprise n'augmente pas ses prix si elle est en concurrence. Ça, je suis d'accord. Elle les augmente si elle subit, si elle est capable d'avoir en face d'elle une demande qui va répondre à cette augmentation des prix sans diminuer considérablement la quantité qu'elle absorbe. Et donc, qu'est-ce qu'on constate au niveau mondial? C'est que sur cette offre et le prix de l'offre et la capacité, on constate trois choses. La première chose, c'est que le coût de l'économie mondiale baisse. Le salaire mondial baisse. Les matières premières qui avaient explosé à un moment donné sont en train de baisser. Vous savez, l'indicateur... C'est plutôt la déflation que l'inflation. C'est plutôt la déflation qui menace en ce moment. Donc le salaire mondial baisse, les matières premières baissent. Vous avez l'indicateur petit déjeuner, le café, le thé, le jus d'orange. Évidemment. Mais le chocolat explose. Mais non, ça a baissé. Le chocolat a baissé. Un peu. Le chocolat a baissé. En revanche, les trois autres sont stables et ont commencé une légère décrue. Ce qui a le plus baissé, c'est le cacao. Ah, c'est bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Deuxième élément, sur effectivement les gaps inflationnistes qu'il y a pays par pays, ce que vous constatez, c'est que dans chaque pays, en fait, ce gap inflationniste va se traduire par un creusement du déficit extérieur. C'est-à-dire que l'offre qui n'arrive pas à suivre la demande n'est plus en capacité d'augmenter ses prix, parce qu'il y a une concurrence internationale qui est en train de générer effectivement une pression sur les prix qu'elle pourrait pratiquer. Donc, et le troisième élément qui est mis en avant, c'est les politiques monétaires. C'est-à-dire qu'effectivement, vous générez de la demande quand vous générez de la monnaie. Et ces politiques monétaires sont désormais plutôt dans une situation de relative stabilité. Le véritable enjeu, ça va être la demande publique. Comment est-ce que les États vont continuer ou non à générer une demande publique potentiellement inflationniste? Et donc là, concrètement, je pense qu'on est quand même arrivé à un moment où les États vont pas encore en rajouter en termes de déficit. D'enjeu. L'enjeu, c'est pas l'inflation. Mais c'est pas grave, vous aimez bien quand même, Nicolas. Si vous blablatez pas, la différence, la différence dans le blabla. Continuer. Eh ben oui, mais ça sera lundi, parce qu'en fait, là, je voudrais simplement dire. Je prends un pari, on reparlera de l'inflation. Non, mais je pense qu'il y a quand même de la théorie économique derrière. Vous avez un train. Oui, j'ai un train à prendre. Donc mais j'invite quand même les auditeurs à se pencher vers la théorie économique. Il y a des choses, les économistes disent des choses quelquefois qui ne sont pas que du blabla. D'accord. Vous avez un train et moi j'ai un invité dans le couloir. À lundi, à tous les deux.